Je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous pour parler de Constant Malva, parce que, comme on l'a signalé, Malva et moi, c'est une très longue histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a 40 ans. Et bon, c'est vrai quand même que, à l'époque où je découvrais l'œuvre de Constant Malva par l'intermédiaire d'un article écrit par Jean-Pierre Canon, qui était libraire à Bruxelles, à l'époque où je découvrais l'œuvre de Malva, je n'ai jamais imaginé que 40 ans plus tard, je serais là en train de vous en parler. Parce que, à l'époque, qui eût cru que Malva allait quand même traverser, je ne vais pas dire les siècles, mais tout au moins les décennies. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Bon, alors, comme je connais quand même pas mal de gens ici dans l'Assemblée, je les salue bien tous, collectivement. Bon, alors voilà. Autrefois, quand on étudiait une pièce de théâtre, on tenait compte de la règle des 3 unités. On parlait d'unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Bon, unité d'action ou unité de personne si la pièce tourne autour d'un personnage comme Cyrano. Bien évidemment, l'unité d'action tournera autour de Cyrano. Alors ici, nous devons savoir où nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes au Grand Tournu. Le Grand Tournu, c'est 2 siècles d'histoire sociale, d'histoire économique, d'histoire d'habitat ouvrier, d'histoire de transport de charbon. Quand même, les premières lignes hippomobiles, c'est au Grand Tournu. Donc, quand vous dites Grand Tournu, vous dites quand même un mot qui éveille chez tous les gens que l'industrialisation a pu intéresser, ça éveille immédiatement un souvenir très précis. Bon, donc, nous sommes au Grand Tournu, c'est un lieu emblématique, et nous ne sommes pas n'importe quand. Nous ne sommes pas n'importe quand, nous sommes le jour de la Sainte-Barbe. Alors, le jour de la Sainte-Barbe, c'est évidemment une sainte mythique. Et à l'époque de MeToo, j'y pensais ce matin, elle est coincée entre Saint-Nicolas d'une part et Saint-Éloi d'autre part. C'est assez amusant d'imaginer ça. Bon, enfin, j'espère que la fête de Sainte-Barbe n'aura pas à souffrir. Enfin voilà, la Sainte-Barbe, c'était quand même quelque chose. Nous sommes le jour de la Sainte-Barbe et logiquement, dans le borinage de l'époque, ce qui se termine, c'est la fameuse semaine d'Empire. Alors, la semaine d'Empire, c'est une semaine pendant laquelle les gens des charbonnages, les productifs des charbonnages, travaillaient double. Et Constant Malva y fait allusion dans son livre fétiche Manui au jour le jour. On ne peut pas passer à côté de Manui au jour le jour, c'est le livre de Constant Malva. Et il nous dit ceci. Dans le passé, la semaine qui précédait la Sainte-Barbe, les ouvriers à marché, c'est-à-dire les ouvriers qui produisaient, qui gagnaient en fonction de la production, les ouvriers à marché travaillaient double afin de toucher un meilleur salaire et avoir ainsi le porte-monnaie bien garni pour faire la bombe. C'était à qui donnerait le plus, non seulement pour les ouvriers pris isolément, mais pour les fosses entières. C'était comme un concours. Des semaines durant, en plus de la production journalière, les porions stockaient du charbon dans les galeries abandonnées. Il faut le faire quand même ça. Les patrons n'avaient rien à y perdre, au contraire. Ils voyaient leurs bénéfices augmenter et naturellement, ils n'avaient cure de désavouer ces méthodes. Alors il continue, il dit voilà, aujourd'hui ce sont les abatteurs qui sont les plus concernés. Je crois l'avoir déjà dit, je considère les ouvriers abatteurs de charbon comme les plus malheureux de la fosse. Et avant de vous lire un autre petit extrait de Malva, j'ai eu l'intention de vous faire mesurer la différence qui existait entre un écrivain comme Constant Malva, qui venait directement de la mine, et quelqu'un comme Émile Zola, qui est un écrivain absolument exceptionnel, on est bien d'accord là-dessus, mais qui n'avait pas l'expérience du travail comme notre ami Constant Malva. Voilà un extrait de Zola. L'effondrement de la mine. Et brusquement, comme les ingénieurs s'avançaient avec prudence, une suprême convulsion du sol les mit en fuite. Des détonations souterraines éclataient, toute une artillerie monstrueuse canonnant le gouffre. D'abord, une sorte de tourbillon emporta les débris du criblage et de la salle de recette. Puis, ce fut la tourelle carrée où râlait la pompe d'épuisement qui tomba sur la face, ainsi qu'un homme fauché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose. On vit la machine, disloquée sur son massif, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou de géante, comme pour se lever, et puis elle expirait broyée.
c'était fini. La bête mauvaise accroupie dans ce creux, gorgé de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue. Tout entier, le voreux venait de couler à l'abîme. Évidemment, quelle écriture! Une écriture absolument somptueuse. Malva nous dit tintamarre assourdissant de 15 à 20 marteaux-piques en action, des moteurs de couloir oscillants, atmosphère infecte à cause de la poussière, des gaz, de la chaleur qui se dégage de la veine éventrée, l'odeur des huiles, des machines et la sueur des hommes. Si encore on les laissait tranquilles, mais non, on ne cesse de le harceler. Quand ce n'est pas un porion, c'est un surveillant qui est derrière eux. Si l'un ou l'autre essaye de relever les chines, aussitôt, en plaisantant, ou parfois sérieusement, allons, pot de fieu, baille-moi du charbon. Vous voyez la différence, hein? Vous voyez le texte de Zola qui est un texte somptueux comme écriture, et puis, ça c'est du vécu. Ça c'est du vécu. Et Malva c'est ça. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête, il n'arrête pas de le répéter. Excusez-moi. C'est étonnant, je trouve qu'il écrit comme Malva? Oui, mais bien sûr, oui, mais là on va parler de ça après, mais oui, ça c'est certain. Notez que ce que vous dites est très juste parce qu'à l'époque où Malva a écrit, un intellectuel parisien avait écrit une phrase absolument très, très significative. Il avait dit « Une main calleuse ne pourra jamais écrire. » Une main calleuse ne pourra jamais écrire. Et Malva a démenti magistralement cette phrase-là. Il a passé sa vie à le démentir. Mais en fait, voilà. Donc ici, la main calleuse, je viens de vous lire le texte de Malva, et celui des museaux à l'avant, qui était significatif, mais pour montrer quand même la différence qu'il pouvait y avoir. Voilà. Donc, tout ça oui, et j'ai évoqué la Sainte-Barbe, la Sainte-Empire. Alors évidemment, Constant Malva. Constant Malva, il est double, Constant Malva. Constant Malva, il est double. Il y a d'une part Alphonse Bourlard. Alors, Alphonse Bourlard, c'est un monsieur, c'est un enfant qui vient au monde en 1903, l'année de la naissance de Georges Simenon. Il va décéder en 1969, l'année du décès d'Achille Chavet. Il va donc traverser tout le siècle. Bon. Son œuvre littéraire va démarrer beaucoup plus tard. Malva va écrire à partir de 1932. Donc, l'écrivain Malva, c'est de 1932, quand il écrit Histoire de ma mère et de mon oncle Fernand, jusqu'en 1954, 20 ans, où il écrit Le Jumbo, qui est son dernier livre, qui est son 10e livre, et qui est finalement le livre le moins minier qui soit. Bon. Donc, l'homme va survivre à l'écrivain. Et ça, c'est important à savoir. J'essaie de suivre ici un plan préétabli. Assez curieusement, alors qu'on n'imaginait pas qu'un ouvrier mineur pouvait écrire, dans le cadre d'un travail que j'ai mené avec Francis Groff et Michel Delmiche, qui s'intitule Les Gueules Noires, j'ai établi une bibliographie des écrivains venus de la mine. J'entends par écrivains venus de la mine des mineurs qui écrivent. Je préfère le mot mineur écrivant plutôt que le mot mineur écrivain. Parce que mineur écrivain, écrivain mineur, on peut tourner ça à l'infini, et Dieu sait s'il y a des ambiguïtés. Donc disons mineur écrivant. Eh bien, j'ai quand même découvert l'existence de 75 mineurs écrivains, et pas que en langue française. Très essentiellement, ce que j'ai découvert, c'est en langue française. Ça part de Maurice Allman, qui est un écrivain de Cévennes, et ça se termine par Achille Zaleski, comme son nom l'indique, écrivain polonais du Nord-Pas-de-Calais. Et tous ces gens-là, ces 75 écrivains-là, venaient de la mine directement. Ils avaient tous une œuvre, et cette œuvre-là tournait tous autour de leur lieu de travail. Parce que, bien évidemment, et là c'est les limites du genre, un mineur peut difficilement écrire autre chose que son travail, vu la nature particulièrement contraignante du travail. Le travail de la mine était-il plus inspirant que d'autres? C'est une question qu'on peut débattre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le centre minier de Léwarde, tout près de Douai, dans le nord de la France,
avait imaginé une exposition tout à fait remarquable sur la culture souterraine au centre de la Terre et tout, et on s'est rendu compte quand même que beaucoup d'écrivains étaient très intéressés par tout ce qui était vie souterraine, vie minière, l'exemple flagrant étant Jules Verne, bien entendu, Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, mais aussi Les Indes noires, qui est un livre qui traite directement de la mine. Bon, attendez, je sais. Oui, voilà. Je vous ai signalé, Alphonse Bourlard, né en 1903. 1903, ça fait, on va fêter son 120e anniversaire l'année prochaine. Alors, 120 ans, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça fait 6 générations. 6 générations, ça vous explique peut-être pourquoi Malva semble appartenir à une époque réellement révolue. Bon, dernièrement, je parlais avec un instituteur que je connais bien et qui me disait qu'en fin de carrière, la plupart des élèves de sa classe ignoraient absolument ce qu'était une gaillette de charbon. Le mot gaillette, qui est un mot qui était connu par n'importe qui dans le borinage, presque en venant au monde, les enfants savaient prononcer gaillette, quelque chose, j'exagère peut-être, mais bon. Actuellement, le mot gaillette ne veut strictement plus rien dire. Vous devez préciser. Il y a des amis ici qui le savent très bien, hein, dans les groupes dont ils s'occupent, très proches de la culture ouvrière, ils savent bien qu'à part notre génération et tout, ça commence à partir un petit peu. Bon. Donc, ne nous étonnons pas si parfois on a du mal de réinscrire des démarches culturelles professionnelles. On a du mal parce que finalement, le temps a passé. La vie de Constant Malva, d'écrivain, commence en 1932. 1932, il écrit Histoire de ma mère et de mon oncle Fernand. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait pour que nous voyions bien de quoi il retourne. Et il va terminer sa carrière de mineur à l'âge de 37 ans. Alors, quand on imagine qu'à 37 ans, bon, il a 20 ans de mine, et les 20 ans de mine ont fait de lui une véritable épave sur le plan physique. Alors, il ne faisait pas n'importe quel métier non plus. Constant Malva était bouveleur. Les bouveleurs, c'était les gens qui creusaient les galeries, c'était ceux qui avaient le plus de poussière. Et un adage borin disait qu'un bouveleur à 35 ans, c'est un grand P, on disait. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il était au bout du rouleau. Constant Malva, à 37 ans, est incapable de travailler. Ce qui sera un drame absolument inimaginable, parce qu'il va quitter la mine, évidemment, trop tôt, et il ne la quittera pas n'importe quand, il va la quitter en 1940. En 1940, c'est une très mauvaise date, ça, 1940. Très mauvaise date. Bon, alors, pas de travail, pas d'allocation d'aucune sorte que ce soit, pas de pension, pas assez d'années de service pour avoir une pension, donc on tire le diable par la queue. Alors, on tire le diable par la queue, ça veut dire qu'on fait un petit peu n'importe quel type de boulot, et ça ne sera pas toujours très heureux, nous savons qu'il va y avoir des développements après, qui vont laisser des traces. Je voudrais vous lire ici quelque chose. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu dans le fond qu'un seul souci, rendre témoignage. Et comme je suis prolétaire par toutes les fibres de mon être, c'est-à-dire sans honte, mais aussi sans vanité, il va de soi que ma prose a un accent typiquement prolétarien. Il est bien entendu que j'écris dans l'espoir d'être lu, non seulement par les prolétaires, mais par tout homme que la chose intéresse. Bon, c'est une phrase qui va répéter comme un leitmotiv. Ce qui m'intéresse, c'est rendre témoignage. Ce qui m'intéresse, c'est dire la vérité, crier la vérité. Un véritable écrivain, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il faut avoir un don, mais il faut savoir dire la vérité. Et ça va revenir comme un leitmotiv sans arrêt. C'est typiquement la profession de foi de Constant Malva. Je suis un peu... Au début, il y a un peu de flottement. Faut tout remettre. Voilà. Que peut faire un jeune borin au borinage s'il n'a pas de formation intellectuelle?
Je suis descendu dans la mine en 1919, j'en suis sorti en février 40. J'ai commencé à écrire vers 1928 ou 1929. Mais je ne fus publié d'abord de courts textes que pendant la grande grève de 1932, dans la revue Le Rouge et le Noir. La grève de 1932 est un événement absolument cataclysmique dans la région. C'était la grève du siècle. Cette grève a duré 3 mois. Elle a fait poser des problèmes invraisemblables de situation au niveau professionnel et tout. La grande grève de 1932. Et c'est en 1932 que Malva publie son premier livre. Mon premier ouvrage paru, avec une préface d'Henri Barbus, s'appelait « Histoire de ma mère ». Comment, vous, mineurs, vous êtes-vous mis à écrire? Pour écrire, et que ce soit plus ou moins intéressant, il faut avoir quelque chose à dire. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut savoir le dire. Il faut avoir le don d'écrire. Ainsi que je le répondais à Paul Damblon, voilà. Lors d'une interview, il y a des écrivains nés comme il y a d'autres artistes nés. On l'est ou on ne l'est pas, les meilleures intentions ne suffisent pas. Moi, je suis né avec des dispositions pour écrire. J'avais des ascendants qui avaient l'art de raconter. Ma bisaïeule paternelle que je n'ai pas connue, Constance Page, dit Malva. Et un oncle maternel, François Delmé, frère de ma mère, auquel je fais souvent allusion dans l'histoire de ma mère et que je nomme l'oncle Fernand. Alors, voilà. Et alors il écrit ici quelque chose qui est très significatif parce que certains d'entre nous ont encore connu cette espèce de civilisation orale où les gens racontaient. Bon, je parle des images d'Épinal à veiller autour du feu de bois. Enfin, bon, au-delà de tout ça, il est évident que les grands-parents racontaient des histoires à leurs jeunes enfants, les parents les relayaient, et ainsi de suite. Donc cette culture orale, Malva l'a bien connue visiblement. Il dit, voilà, je l'ai très bien connu, je l'aimais, tout le monde l'aimait. Quand il s'accroupissait contre une façade de maison, au pied du terri numéro 1 du Rieu du Cœur, nous, les autres hommes, tous, nous arrivions pour l'entendre. Il était très intelligent, il était en avance sur son époque, il savait raconter. Et le point de départ de Malva, son ADN, comme on dit maintenant, en fait c'est ça. Malva sait raconter parce que quelque part, il est intéressé. Et il va commencer très fort en disant « Je suis né le 9 octobre 1903 à Carnion, quartier du Plary, plus précisément au Chauffour, près du numéro 2 du Rieu du Cœur, à l'Épette d'un banc. » C'est incroyable. Vous avez tous les renseignements sur 3 lignes. Et c'est l'état civil, hein. Et ça continue comme ça. Mais je suis redescendu à de enfin, il vous dit tout en 4 lignes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bon. Donc la parole précède l'écriture. Oui, alors voilà, enfin, ce que je dois vous dire également, la guerre 14-18 a été quelque chose de particulièrement pénible et il y a eu, pour Constant Malva, pour sa famille, une émigration obligée. Alors, toute la famille a émigré en Bretagne, en Normandie, dans le nord de la France. Bon, et c'est ainsi que Lazare a voulu qu'il se retrouve dans l'Allier, en France, dans la région de Moulins, bon, qui est en fait une région de charbonnage, beaucoup moins connue que le Nord, mais enfin c'est aussi une région de charbonnage. Et là, il va rencontrer, par des circonstances, il va rencontrer un soldat originaire de Couenne. Et ce soldat originaire de Couenne va lui fournir une grammaire. Et une grammaire qui va l'intéresser parce que le temps de scolarité de Constant Malva est extrêmement limité. Donc cette grammaire va l'intéresser. Et il raconte dans Manu au jour le jour, tous les matins, avant de me rendre à la mine, pendant quelques minutes, j'apprenais ma leçon. Imaginez ça, avant de partir, il apprenait sa leçon, c'est-à-dire il apprenait en fait les conjugaisons, les subjonctifs, parce qu'il donne des exemples, ça, je vous en fais grâce. Mais enfin bref, il s'y met vraiment pour que les constructions aient quelque chose. Bon, c'est intéressant. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Le compagnonnage
de la mine, le compagnonnage au fond de la mine, va être extrêmement douloureux. En fait, les aspirations des uns et des autres sont radicalement différentes. Et il a ici une phrase qui est assez émouvante, il dit « Et me voilà, avec ma belle sensibilité, au fond de la mine, où tout est laid, dur, rebutant, repoussant. Je vois l'exploitation des faibles, les jeunes et les vieux. Je vois le calvaire des chevaux de mine. Il sera le premier à s'intéresser au sort des chevaux de mine. Il sera le premier écrivain à dénoncer le sort absolument ignoble et honteux que tout le monde réserve aux chevaux de mine. Avant Malvin, personne n'en avait parlé, il va le faire. Il n'y aura donc personne pour révéler tout ça. Je vais le faire plus ou moins dans des journaux d'extrême gauche. J'adhère, révolté, à ces partis aux effectifs insignifiants. Je m'en prends à tout le monde, les patrons, les dirigeants, politiques et syndicaux, même les ouvriers. Je deviens la bête noire. En période électorale, il n'est pas bon que je me montre dans certains quartiers. Je sors la nuit en rasant les murs. Je deviens neurasthénique. Je songe au suicide. Quand on a de la peine, c'est toujours à sa mère qu'on va se confier. La mienne était à moitié paralysée. Et alors, par compassion, en guise de consolation, elle me raconte les détails de sa vie. Et quand ma mère eut fini, je lui dis les larmes aux yeux, j'ai déjà lu pas mal de romans, jamais aussi triste que le vôtre, je vais donc écrire votre histoire. Ça, c'est le véritable point de départ de l'œuvre de Constant Malvin. Alors, mais parfois le hasard fait bien les choses, parce qu'en 1932 se développe en France un mouvement littéraire qu'on appelle le Front littéraire de gauche. Et le Front littéraire de gauche va créer par ricochet la littérature dite prolétarienne. Alors, la littérature prolétarienne, c'est un mouvement un peu informel, mais qui tient beaucoup à deux personnages. Un personnage idéologiquement très ciblé, c'est Henri Barbusse. Henri Barbusse, ça ne dit strictement plus rien à personne, mais il a eu le prix Goncourt en 1917 avec Le Feu. Donc c'est un prix Goncourt. Et Henri Barbusse, Henri Barbusse va prendre de l'intérêt à la lecture du premier livre de Constant Malvin, même s'il ne va pas l'aider très directement. Et oui. Désolé. Je t'en prie. Bon, et alors, bon, voilà, oui, c'est ça. Et Henri Barbusse va avoir l'intelligence de faire dévier le livre de Constant Malvin chez un autre Henri Poulaille. Alors, autant Barbusse est à gauche, Parti communiste et tout, Poulaille est un peu anarchiste, enfin bref, et il va créer la littérature prolétarienne. Et fort de ces deux personnages-là, Malvin va se trouver un petit peu adoubé, comme on dit au Moyen-Âge, adoubé par les deux bonzes de l'époque. Il va s'en remettre, il va essayer de se faire aider par Jean tout seul. Remarquez entre parenthèses le nom Jean tout seul. Je suis tout seul, je suis écrivain prolétarien. Bon. Mal va, tout va mal, il n'y a rien qui va. Nous aurons dans le Borinage un autre écrivain de Flénu, Roger R. Le mot, il s'appelle Hermann Goffé au départ, Roger R, R.E. C'est pas non plus tellement encourageant ça. Donc ça va mal, je suis tout seul et j'ai. Donc c'est la littérature ouvrière, hein, c'est un peu comme ça. Bon, et comment dirais donc voilà, la littérature prolétarienne, elle est faite par les ouvriers, pour les ouvriers et pour n'importe qui sait lire et qui veut lire. Alors évidemment, bon, Malvin va représenter une véritable manne pour ces gens-là, parce que il est l'exemple type de cette littérature-là. Bon. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Ça me permet de... Monsieur Camarade, tu as une question? Pas de problème. Oui, je voulais vous signaler également que ce qui fait aussi l'originalité de Constant Malvin,
c'est le fait qu'il est fondamentalement non conformiste. Bon. Et fondamentalement, la littérature minière, elle est conformiste. Parce que le mot mineur, camarade, hein, c'est les grands slogans, nous historiens, le mot mineur, camarade. Bon. Alors, le mineur, c'est le héros des profondeurs. C'est celui qui va, c'est celui qui adore son métier, c'est celui qui est solidaire, c'est celui, enfin, des images toutes faites, vraiment des images toutes faites. Et Malvin va, bien entendu, pourfendre toutes ces idées-là. Et là, évidemment, ça va causer des problèmes parce qu'il va à contre-courant. Les gens qui vont à contre-courant, on leur pardonne difficilement. Donc, politiquement, il va y avoir des frictions. Il va parfois imaginer qu'on est mieux écouté d'un côté que de l'autre. Et évidemment, le côté qui vous écouterait le mieux, normalement, on sait que c'est le côté gauche par rapport à la sensibilité ouvrière. Mais ce n'est pas toujours dans le côté gauche qu'il a trouvé le plus d'écoute. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une petite tendance à se rapprocher du centre et peut-être parfois, voilà le problème. Bon. Donc, on sent qu'à partir de 1940, il va y avoir un petit peu de flottement dans l'idéologie de Malva, et ça, évidemment, ça ne sera pas facile. Et je vais vous lire ici quelques extraits. Manu au jour le jour, c'est un agenda. Tous les jours, il est écrit ce qu'il pense. Donc c'est un liber mémorialisme, un livre de mémoire, hein, c'est un petit peu ça. Bon. Alors, le 5 juin 1937, il écrit ceci. « Nous sommes redescendus dans la vallée. » Cette phrase, elle exprime quelque chose de frais, de reposant, de poétique même, qu'elle était verte, ma vallée. Pour nous, c'est comme si nous étions retournés à un mauvais secteur. Le premier jour, nous avons mis de nouveaux bois pour renforcer l'ouvrage, car les vieux avaient cédé à cause de l'eau et de la pression du terrain. C'était bien. Le deuxième jour, ce samedi, donc, le porion nous dit « C'est Ubourlard, dans le cul de la vallée ». Alors ce fut plus la même chose. Un véritable bourbier, de la terre, des pierres, des fascines, emmêlées d'eau. Allez enfoncer une pelle là-dedans. Et impossible de travailler debout avant plusieurs heures. Je me suis agenouillé dans la crasse, j'ai rempli les mains avec mes mains. Mon homme de coupe n'était pas plus sauvé que moi. Là-haut, la corde sur laquelle il tirait pour faire remonter la manne était trempée. Ça dégoulinait le long de ses bras et sur son corps. Ça, c'est ce qu'il écrit le 5 juin. Et le lendemain, c'est un dimanche. Et il nous dit « Je suis à Mons, dans le train qui mène à la Louvière. Il fait un temps splendide. Je suis heureux. Je vais retrouver des amis écrivains et intellectuels. J'ai des relations. Quand je pense qu'hier, je me représentais ces écrivains, conteurs, romanciers, poètes, comme des dieux. Je n'aurais jamais osé espérer que je deviendrais un jour, moi, leur ami et confident. Plus, je suis moi-même un de ces dieux, un dieu inférieur, si on veut, un dieu des enfers, mais un dieu tout de même. Oh, je ne tire aucune vanité de ma métamorphose. Si je me suis élevé dans certaines sphères, je n'en ai aucun mérite. Je n'ai pas fait l'impossible. J'ai dit des choses que j'avais à dire. Et c'est pas si difficile. Je suis quand même fier d'être ce que je suis. Quand je compare mon sort à celui de mes compagnons de travail, je me dis combien je suis plus heureux. Puis il arrête. Enfin, c'est moi qui arrête. Quelques petits. Bah, ils goûtent d'autres joies. Ce matin, ils attendent avec fièvre les pigeons qu'ils ont mis au concours. Tandis que, tantôt qu'ils aient gagné ou perdu, ils iront boire des pintes au local, en reportant leurs appareils. Ils parleront entre eux de prix et de pigeons, comme moi je parle de livres et de littérature, avec mes amis. L'après-midi, ils iront crosser dans la cour d'un café, après des oiseaux de bois, pour d'autres prix, et reboiront des pintes. S'ils abattent un de ces oiseaux, ils se saouleront et ils chanteront. Mes frères de travail ont leur joie aussi. Mais combien je préfère la mienne. Et ça, c'est ce qu'il écrit le dimanche.
Donc vous avez retenu le 5 qui parle de la vallée, hein, la vallée riante et tout et tout. Donc, alors le dimanche 6 juin, c'est ça. Et le 6 juin au soir, il rentre de la Louvière, puisqu'il partait à la Louvière. Je rentre de la Louvière. J'ai passé une belle après-midi avec Laurent de Rêve et d'autres. Nous avons passé une pointe jusqu'au bois de Marimont. Oh, que je suis heureux, disais-je à tout moment. Mais parfois, le souvenir de la vallée maudite, l'idée que je devrais y retourner le lendemain venait ternir mon bonheur. Alors je disais, ah bon Dieu là, j'ai le cafard, je pense au boulot. Il me souriait. L'un est instituteur, l'autre bibliothécaire, l'autre universitaire. Enfin, sans être jaloux, je ne pouvais m'empêcher de les envier. Quelle différence entre leur sort et le mien. Minuit, encore quelques heures, et je serai à nouveau replongé dans la boue. Ben, tout Malva est là. Hein. Tout Malva est là. Hein. C'est le passage constant, c'est le cas de dire. Je n'y ai pas pensé, je vous jure. C'est le passage constant d'une vie que, quelque part, il aborde littéralement, à un rêve. Le rêve, c'est la vie d'intellectuel, d'artiste, de créatif, de créateur. Et c'est ça. Et Constant Malva va sans arrêt passer, osciller comme un balancier de l'un à l'autre. Évidemment, ça n'est quand même pas fait pour créer d'équilibre. D'où il y a eu quand même pas mal de problèmes. Ici, je dois chercher. Oui, ce texte-ci est mesuré, hein, ils ne sont pas tous. Je suis si peu intelligent, ça c'est ce qu'il va dire à Damblon. Je suis si peu intelligent, je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas la prétention d'être un écrivain. Je ne suis qu'un simple ouvrier qui écrit comme il peut, des choses vécues, en compensation de mon insuffisance culturelle. J'ai deux bonnes qualités dont je suis assez fier. Ce sont la bonté et la sincérité. Mes ouvrages, s'ils ont quelque attrait, c'est surtout à cause de ça. Je voudrais qu'on dise en parlant de moi, il n'écrit pas très bien, mais il écrit la vérité. Et surtout, il se met toujours du côté des plus faibles. Ça. Vous allez me reprocher peut-être d'être trop dur envers les ouvriers. C'est peut-être mieux que d'en dire toujours du bien. En stigmatisant le mauvais ouvrier, je fais œuvre d'éducation. Je souffre tant de leurs bêtises, de leur veulerie, de leur criminelle résignation. Vous pouvez noter cela. Vous pouvez dire ça aux gens d'esprit. Et vous leur direz, vous avez demandé des témoignages d'ouvriers, en voilà un. C'est le témoignage d'un ouvrier, d'un vrai. Voilà. Donc ça, la profession de foi qui se succède, c'est la marque de fabrique de Constant Malva. Et surtout, ne pensez pas que nous soyons les héros que la presse de toutes couleurs se complaît à vanter après la grande catastrophe. Nous ne sommes que des pauvres hommes, des hommes qui, contrairement à ce qu'on raconte, ont un métier qu'ils haïssent, des hommes qui sont mineurs parce que la malchance ou le hasard les a fait naître dans un pays charbonneux. Alors je me suis toujours posé la question, enfin je me suis posé la question tout le temps, n'exagérons pas, mais un pays charbonneux plutôt qu'un pays charbonnier, c'est quand même quelque chose d'un petit peu curieux. Dans le mot charbonneux, il y a plus que de la condamnation, il y a quelque chose de lourd, je trouve. Alors évidemment, parfois, on perd un peu les pédales. Pensez bien qu'il n'y a qu'un seul Malva au monde. Et ce serait peut-être pas heureux qu'il disparaisse. D'abord pour lui-même, puis surtout pour les autres. Si Malva disparaissait de la scène du monde, par qui et quand le remplacerait-on? Fameuse question. Mon œuvre est supérieure à Germinal, par les révélations que je fais. Là, je peux rejoindre. Par mon œuvre, j'ai mérité plus que le prix Goncourt. Le prix Nobel. Ça tape, hein? Le prix Nobel. À condition, bien entendu, que soit récompensé le mérite humain. À part toutes les révélations, qui donc, mieux que moi, a défendu, par exemple, les chevaux de mine. Mais c'est plus fort que moi. Les chevaux de mine. C'est plus fort que moi.
je méprise de plus en plus le prolétariat. Il retombera toujours. Et là, c'est le cercle vicieux. Chaque fois qu'il s'élève un peu dans une pensée plus hop, il retombe après parce que la phrase de Malva, si vous n'aviez qu'une phrase de Malva à retenir, une seule, c'est que mon prolétariat me fait mal. Ça, c'est ça, tout est dit. Que mon prolétariat me fait mal. Il aurait voulu qu'il se Ça, c'est révolte. la phrase de Malva, c'est un sujet de dissertation. Oui. Il aurait voulu qu'il se révolte plus, alors. Qui dit Ça, il dit ça parce qu'il aurait voulu que le prolétariat se révolte. Voilà, exactement, exactement. Il souhaite une révolte du prolétariat, mais en ne tenant pas compte que la révolte du prolétariat pourrait évidemment après se retourner contre lui après. Et le monde de la mine est un monde dans lequel on est imbriqué. C'est comme un Lego. Si on enlève une brique du Lego, tout s'effondre. Bon, il fallait une certaine complaisance du prolétariat, une certaine complaisance patronale, une certaine cécité syndicale. Nous savons que ça existe. Donc, il faut tout ça. Il faut tout ça pour tenir l'équilibre. Donc Malva avait beau jeu de sans arrêt se plaindre et en se plaignant, ça n'engageait pas trop non plus. Donc il n'avait pas un engagement politique. Il l'a eu à l'extrême gauche. Il l'a eu. Pendant 10 ans, j'ai lu un extrait plutôt, pendant 10 ans, il était la bête noire. Il était réellement à l'extrême gauche. Au point de vue de l'échiquier politique borin, mais est-ce que ça dit encore quelque chose à quelqu'un? Il était dogiste. Ah oui. Voilà. Il était dogiste. Donc il était à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Les dogistes, c'est le PTB en pire. Non, mais c'est comme ça. Alors, comment dire, Malva, il est parti de l'extrême gauche, mais les extrêmes se touchent, nous le savons bien. Nous voyons ça pour le moment. Dans certains pays politiques, nous voyons l'extrême gauche qui rejoint tout d'un coup l'extrême droite. C'est le fameux Ouroboros des Grecs, hein, c'est un rond. Hein, on part d'un côté et on se rejoint. Donc là, Malva, il a été prisonnier de lui-même. Je pensais que j'avais pas. Le prolétariat, il fait tout ce qu'on lui demande. Il marchera contre ceux-ci, il marchera contre ceux-là, pourvu qu'on lui dise que ce sont des ennemis. Là on voit la déperdition du regard critique qu'il a toujours eu, ce qui, évidemment, ne sera pas sans conséquence à la fin de la vie. On imagine bien. Attendez, je vais essayer de vous trouver ici quelque chose. Ah oui. Très intéressant, très intéressant. En 1940, il y a eu dans la région du Borinage une tentative de collusion entre ce qu'on appelait les 3D. Les 3D, c'était Henri de Man. Henri de Man, c'était le président du Parti ouvrier, Parti socialiste. Léon de Grelle, faut-il le présenter? Et Walter Doge, je viens d'en parler. Alors, de Man, de Grelle, Doge, les 3D, s'étaient rencontrés et avaient imaginé une possible collusion. Bon, ça n'a pas pris. Enfin, bon, pour dire quand même la fragilité de l'époque. Beaucoup d'écrivains mineurs qui quelque part avaient eu des rêves politiques de reconnaissance par le parti de gauche, se sont sentis quand même ébranlés. C'est ce qui explique que quand on prend compte du nombre d'écrivains ouvriers qui, pendant la guerre, ont vécu un certain désarroi, je ne dirais pas une collaboration, je n'utiliserai jamais, en ce qui me concerne, le terme collaboration concernant Constant Malva. Jamais. Bon. Mais en tout cas, il y a eu une certaine confusion. Des mineurs, des écrivains ouvriers ont collaboré plus directement. Un exemple, c'était Pierre Hubermont. Pierre Hubermont était un écrivain très homme dans la mine, un personnage considérable, un intellectuel venu des partis de gauche et qui, incontestablement, pendant la guerre, a écrit des textes très dérangeants en prenant fait et cause pour l'occupant. Ça, il s'agit d'une collaboration. Constant Malva n'a jamais pratiqué de collaboration. Constant Malva a gagné sa vie très difficilement à partir de 1940. Pourquoi? Parce qu'il ne touchait strictement rien du tout. Rappelons qu'il avait quand même femme et 2 enfants. Ce qui colore quand même l'antiquité. Bon, voilà. Il n'a pas été mobilisé. Il a été Mobilisé. Il n'a pas été mobilisé pendant la guerre. Non. Il était trop vieux ou malade. Non, il était malade. Il était malade. Il était malade. Il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Enfin, il faut savoir, il avait du mal de marcher. Hein. Ah oui, voilà. Bon, il devait encore faire 150 de mines pour justifier sa pension. Il a essayé d'en faire, il en a fait 3. Hein.
Il a travaillé 3 jours au puits à Ressé, d'ailleurs, Sainte-Marguerite. Et il a écrit un texte, La Passion selon Sainte-Marguerite. Un texte absolument extraordinaire, rien que le titre. La Passion selon Sainte-Marguerite. Il était parti pour 150 jours, il en avait 3. Hein. Donc il était au bout du rouleau. Alors ici, je vais vous dire quelque chose de tout intéressant. Oui, donc quand il quitte la mine, il est au bout du rouleau. Dans les années 50, il essaye de reprendre le charbonnage et tout ça absolument impossible pour lui. Donc il va traîner. Comme la guerre est arrivée et que ça n'a pas été très simple, il a été dirigé vers Bruxelles. Bon, et il a vécu à la Ribonnaise à Bruxelles. Là, il a écrit des textes sous le nom de Allais Alphonse. Alphonse Allais, évocation de l'écrivain Alphonse Allais. Évidemment, il dit Allez, Alphonse, ensemble. Et il vivote. Et il écrit dans une revue qu'on appelle Le Musée du Soir, qui est une revue absolument, que moi, personnellement, je trouve tout à fait formidable, parce qu'elle n'est faite que d'écrivains ouvriers. Tous les gens qui écrivent sont tous des ouvriers. C'est une magnifique revue. Et puis voilà, nous arrivons le 18 octobre 1966. En 66, il lui reste 3 ans à vivre. En 66, il écrit une lettre au ministre de la Justice et de la Culture française de l'époque, c'est M. Wigny, bien connu dans nos services. Je me rappelle très bien de ministre Wigny, qui était un type très intelligent et très proche de la culture. Ce qui n'est pas le cas pour le ministre, mais lui, il était vraiment... Plan Wigny, oui, première grande réflexion. Oui, ah bon. Oui. Donc Wigny, c'était vraiment quelqu'un. Et il écrit au ministre Wigny, il lui dit: Monsieur le ministre, mon nom ne vous dit rien sans doute. Je suis écrivain ouvrier. J'ai une dizaine d'ouvrages à mon actif, pour la plupart épuisés, qui relatent la vie des mineurs et de ma région, le Borinac. J'ai 20 ans de fond. Je suis pensionné invalide, silicose fortement évoluée. Et c'est à ce double titre d'écrivain et de mineur invalide que je me permets de venir solliciter de votre bienveillance une bourse de voyage, afin de me rendre en Suisse pour la saison prochaine. Si je tiens à me rendre en Suisse, c'est parce qu'il y fait plus sain que dans notre pays. Les grands lacs, les altitudes, les flancs de montagnes boisées de résineux. Donc, on met ça au ministre et il attend la réponse. Il dit: vous savez, je fus responsable pour la Belgique d'une revue de littérature prolétarienne internationale, le Musée du Soir. J'y tenais plusieurs rubriques, spécialement la rubrique des spectacles, etc. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Je signais Un enfant du paradis, ou alors Allez Alphonse, etc. Bon. Et il écrit ça, je reprends la date parce que je ne connais pas, le 18 octobre 1966. Et le 16 février 1968, il n'a toujours pas de nouvelles. Il y a 1 an et demi. Hein. Alors, il écrit à son copain René Bonnet. Et si je vous parle de René Bonnet, j'en ai pour 3 jours, donc je vais m'arrêter. René Bonnet, c'est un charpentier. Et c'était probablement l'alter ego de Constant Malva. En fait, il était une fois René Bonnet, il était une fois Constant Malva. Vous voyez, ça fait 2 volumes. Hein. Bon, ils étaient très, très, très proches. Alors, il écrit: Mon cher Bonnet, que deviens-tu? Et ta femme? Il m'arrive de penser à toi. Puis c'est la Belgique et il y parle. Bon. Alors, il dit: bon, moi, je vais encore en Suisse, à l'occasion, quand le gouvernement veut bien m'accorder une bourse. C'est loin, la Suisse, mais on y respire. Pour autant qu'on ne fasse pas d'excès. À part ça, je ne vois plus personne. Tu pourrais me laisser un signe, cordialement à toi et au tien. Il écrit ça le 16 février. Et le 12 avril de la même année, en 68, aux surprises, Monsieur le ministre, Pierre Wigny, j'ai reçu la subvention sollicitée. Ouf, je vous remercie infiniment. On ne parle peut-être pas beaucoup de moi dans le milieu littéraire. Il est même possible qu'on m'ait totalement oublié. Mais moi, je peux vous dire une chose, Monsieur le ministre, c'est qu'il en a beaucoup qui brillent maintenant. Et quand ils seront éteints, moi, à l'occasion, je me rallumerai. Ça, c'est... Il n'aurait écrit que ça. Hein.
Il faut le faire. Il faut le faire. Je vais reprendre si vous permettez. Moi, je vais vous dire une chose. Il en est beaucoup qui brillent maintenant. On pense tout le monde à quelqu'un. Hein. Des gens qui brillent, qu'on voit tout le temps, qu'on interroge à gauche, à droite, pour n'importe quoi. Hein. Surtout pour n'importe quoi. Il en est beaucoup qui brillent maintenant. Et que, ça c'est un mot, quand ils seront éteints, moi, à l'occasion, je me rallumerai. Parce que si je n'écris plus, ou si j'écris très peu, ce que j'ai fait subsistera pour la simple raison que mes œuvres, la plupart du moins, sont des documents dont on devra tenir compte, plus qu'on devra consulter quand on étudiera la vie de la classe ouvrière des mines dans la première moitié de notre siècle. Voilà. Ça, c'est Constant Malva. Moi, personnellement, je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. Je suis heureux qu'on l'ait rallumé. Je suis heureux qu'on l'ait rallumé. Et je suis encore plus heureux qu'il y ait ici en face de moi quelqu'un qui a participé au rallumage de Constant Malva. Ici, parce qu'en 1980, la Maison de la Culture de Mons, sous l'égide d'Henri Camarata, ici présent, je demande d'applaudir, non, c'est pas bon, Henri Camarata a imaginé une mise en scène du livre de Constant Malva, Ma nuit au jour le jour. Alors, cette mise en scène a eu lieu, ça a donné une pièce de théâtre dont voici le texte complet. Voilà. Bon. Alors, une petite polémique également, parce qu'autour de ce spectacle-là, il y a eu une petite prise de bec et tout. Bon, le texte de Manu au jour le jour, qui est un texte très neutre, au cours duquel Constant Malva rencontre Achille Delattre, personnalité politique bien connue, bon, dans un tram. Ça se passe comme ça, c'est bonjour, bonjour, la fête et tout. Visiblement, Yves Vasseur, qui a mis en scène le spectacle, a imaginé un dialogue, mais il a imaginé un dialogue entre les deux. Bon, et ce dialogue-là entre les deux était teinté politiquement, et visiblement c'est une teinture qui n'a pas pris, ou qui a peut-être trop bien pris. Enfin bon, le fait est, c'est que ça crée une polémique. Bon, alors à partir de là, on a beaucoup parlé. Ça a fait beaucoup de bien à Constant Malva. Évidemment, on a beaucoup parlé de la pièce parce que tout le monde disait et on opposait des personnalités, parfois un peu gratuitement, parce que bon, je ne crois pas qu'Achille Delattre était aussi exécrable qu'il semble avoir été présenté. Enfin, autre chose. Hein. Bon. Enfin, voilà. Et ça, c'est bien. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Henri? Je crois que tu étais complet. Non, mais tu peux aller. Je n'abuse pas ton temps de parole. Nous nous connaissons très bien. Mais parce je crois qu'il a tout dit, en fait. Parce que ce que je peux ajouter éventuellement, c'est que ce spectacle, Malva a donné naissance à un groupe, à un centre de création théâtrale au Salon de la Culture, qui a généré d'autres spectacles, dont notamment la salle des profs. Mais donc, grâce à ce spectacle, on a pu réunir des artistes de la région qui voulaient parler de leur région et qui l'ont fait admirablement. Et ça a été le point de départ d'une période que, honnêtement, on n'est pas prêt de retrouver, à mon avis, dans le domaine culturel, parce que c'est vrai que les années 80, 90 et 2000 ont été des périodes d'une très grande richesse à connaître au niveau de la région. Hein. Au niveau de la région, à tout point de vue, au point de vue cinéma, au point de vue théâtre, au point de vue littérature, édition, enfin, exposition. J'ajouterais juste une chose qui est importante, parce que il y a à côté de moi ici quelqu'un que tu connais bien, la province de Hainaut. La province de Hainaut nous a aidés de A jusqu'à Z, même quand le conflit, une tournure qui était délicate, la province a toujours soutenu le travail qui était fait, et tout cela aboutit à une reprise du spectacle l'année suivante, avec, pour terminer,
la présence de ce spectacle à Europa Diabolique. Ça a été jusque-là. Quelle époque. T'aurais pu ça aussi. Oui. Laurent, ensuite, De très loin. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui d'ailleurs. Ah, oui. Voilà. Alors, on va demander d'actualiser peut-être un peu Constant Malva, parce qu'enfin, c'est de l'histoire ancienne, c'est vrai, 120 années, tout, 120 anniversaire de sa naissance la prochaine, c'est vrai. Bon, je trouve quand même qu'actuellement, il y a plusieurs pistes qui pourraient quand même quelque part rappeler l'œuvre de Constant Malva. J'ai noté par exemple dans le domaine du cinéma, les films des frères Dardenne ne sont pas sans évoquer des réalités sociales auxquelles Malva était sensible. Ken Loach en Angleterre, Family Life, chef-d'œuvre. Bon, Thierry Michel avec la Congo. Le cinéma engagé en Iran et tous les mouvements féministes qui tournent autour de la lutte des femmes en Iran, incontestablement, ça s'inscrit. Malva, par exemple, non seulement il a défendu les chevaux de mine, mais il défendait l'image des femmes en général chez ses compagnes de travail. Parce que, bon, vous passerez sous silence les discussions qu'ils pouvaient avoir entre eux au fond de la mine. C'était pas triste, évidemment, quoi. Et comme malgré quelqu'un qui écrivait les choses telles quelles, le vocabulaire était épouvantable, quoi, dépréciatif par rapport aux femmes en général et tout et tout. Et Malva, comme on disait, il remettait la taille droite. Il remettait tout le taille droite. Il remettait les choses en l'état. Et ça c'est évidemment tout à son honneur. Comme par exemple, il y a un texte que j'aurais dû vous prendre, mais on ne peut pas penser à tout. Mais j'avais préparé un texte dans le musée du soin qui s'appelle Rancœur. Un des plus beaux textes que j'ai lu de Constant Malva, et j'en ai lu. Ce texte-là, il parle avec son homme de couple du moment et il ne l'apprécie pas. Il adorait son homme de couple d'avant, mais pas celui-là. Celui-là, il ne sait pas le voir. Et comme si c'est pour voir quelqu'un, ça et il dit, je ne sais pas le supporter parce qu'il est raciste à l'égard des ouvriers étrangers. Et il ne peut pas admettre, ce type-là, l'homme de couple en question, que l'ouvrier étranger, il est comme nous, il souffre comme nous, il a le même statut que nous et tout et tout. Et ça, c'est au-dessus de mes forces. Je ne supporte pas ça. Eh bien, voilà 3 combats de Constant Malva. Les chevaux de mine, personne ne l'avait fait. L'image des femmes au fond de la mine n'était pas triste, et il rectifie le tir. Et alors, l'ouvrier immigré en général. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant chez lui. Malva était quelqu'un qui était, entre guillemets, riche, intellectuellement et moralement. C'était pas le genre de Gugus, non, c'était vraiment quelqu'un qui pensait quelque chose. Donc, voilà, en littérature, rappeler Constant Malva, ben, c'est difficile parce que le monde ouvrier n'est plus ce qu'il était. Mais je pourrais quand même signaler que le prix Nobel a été attribué à Annie Ernaux. Annie Ernaux vient d'un milieu très populaire. Les premiers textes de Annie Ernaux sont bouleversants. Lisez La Place, vous allez voir. Vous êtes vraiment chez Malva. Ça, c'est clair. Bon, évidemment, Annie Ernaux ne peut pas être considérée comme prolétarienne dans la mesure où elle fait des études universitaires, post-universitaires, post-universitaires, et on n'en finit plus. Bon, donc, sur ce plan-là, Annie Ernaux va décoller intellectuellement. Bon, mais le fond est toujours là, et le fond d'écriture de Annie Ernaux, c'est ça. C'est ça, je connais bien, je connais son texte bien. Alors, il y a eu Joseph Pontus qui n'a pas eu beaucoup de vie littéraire, c'est dommage, il est décédé tout de suite. Bon, dans le domaine du dessin, il y a Richard, que tu connais bien. Richard. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà, j'attends vos questions. Voilà. Donc, avoir participé à la réhabilitation et à la redécouverte de Constant Malva, pour moi personnellement, c'est ma consécration. Je ne veux rien d'autre. Je sais qu'à partir de nous, je dis moi, mais à partir de nous, c'était Marcel. Monsieur Willy Parfondry, ici présent, est le fils
de Marcel Parfondry. Et Marcel Parfondry était un ami intime de Constant Malva, vraiment un ami très intime, et quand il part à la Louvière, De Laurent de Rêve. c'est là, et Laurent de Rêve. C'était le pseudonyme de mon père. Ouais. Quand il part à la Louvière, le texte vous ai dit, j'ai des amis intellectuels, eh bien en fait, c'était Laurent de Rêve, Marcel Parfondry, et c'est le père de Louis Parfondry, ici présent. Malva n'avait pas de rapport aussi avec le groupe surréaliste. Si, le groupe Rupture, Rupture, oui. le groupe Rupture, oui. Ah, Parce c'est que ça. la volonté que Malva avait, bonne question, merci de la poser. La pression interne que Malva se mettait par rapport au monde intellectuel l'a rapproché du groupe Rupture. Et le groupe Rupture, c'est Achille Chavet, mais ça c'est intello. C'est vraiment intello. Et il était considéré. Intello engagé. Oui, tout à En fait. 1934, le groupe Rupture se crée. Et pour faire partie du groupe Rupture, il fallait avoir une carte dans un parti révolutionnaire. Et donc, on disait par rapport au groupe de la Louvière, par rapport au groupe surréaliste de Bruxelles, c'est un peu les surréalistes de salon à Bruxelles, mais en 1934, ils étaient dans les manifestations, ils étaient engagés. J'avais dans un de ses premiers poèmes en 1933, peut-être même, dit « J'ai pissé sur 120 mètres de banque ». Revenant de l'histoire de la Louvière où il se retrouvait, pour retourner chez lui, il passe devant la banque de la Société Générale. Voilà. Et là, avec pipi, et dans la poème, il dit j'ai pissé. C'est la même époque où il dit mon pays n'est jamais si beau qu'en ces temps de grève générale. Donc, ok, c'est intellectuel, mais Chavet épouse Simone, la fille d'un mineur. Oui, donc pendant la guerre, il doit se cacher chez ses beaux-parents, dans la cave de ses beaux-parents, au Dain, qui va survivre pendant des années. Donc voilà. Maintenant, peut-être aussi, c'est comment Malva, donc, il y a une grève générale des mineurs dans le Morinal. Et les ouvriers et les mineurs partent à vélo dans la région du centre pour aller essayer de trouver des soutiens et de propager l'affaire. Et c'est comme ça que Malva arrive un jour à la Louvière, fait la propagande pour la guerre, et il toque à une porte, et il est à ce moment-là chez Albert Ludé, qui est un des quatre, avec mon père et le colonel, et Achille Chavet, qui a créé le groupe Rupture. Et Malva tombe par hasard pour faire la solidarité avec les guerres dans le Moyen-Âge, chez Ludé. Et il fait entrer, on boit une jarre de café, parce que Ludé, évidemment, lui, aussi engagé politiquement, puisque le groupe surréaliste est comme ça. Et il discute. Et il apprend que Malva s'appelle son nom de plume. Donc son nom de plume, Malva. Et Ludé lui dit, mais Malva, moi dans ma famille, au village, il y a une femme, ma grand-tante, qui s'appelle Malva, etc. Et ils se rendent compte que ils sont de la famille et que cette femme s'appelle Malva parce qu'elle des étourdis
ça va beau, ça va beau. Et qu'on l'avait spoté, Malva. Et donc il prend lui alors là, le pseudonyme de Malva pour se retrouver. Et puis il va retrouver dans la... Ben voilà. En d'autres mots, il y a une culture malva. C'est un univers. Oui. Moi j'ai une question. Comment la littérature de Malva, enfin c'est une question, deux questions en une. Comment est-ce que la littérature de Malva a été prise par les mineurs, par ses contemporains mineurs? Et comment ces mineurs ont-ils vécu cette phrase que vous aviez citée, enfin, j'ai mal à mon prolétariat? Je voulais savoir comment ça s'articulait, comment ces collègues de travail... Je vais te répondre immédiatement. Oui. En fait, les mineurs ne lisaient pas les livres de Constant Malva. Pas le moindre écho de ce qui... Et au contraire, quand ils apprenaient qu'un des leurs écrivait, ils le mettaient en doute. Je te raconte une toute petite anecdote. Tout ce que je connais de Constant Malva, je le dois à deux hommes, Laurent Bourlard, qui est le frère de Constant Malva, et Vital Broutou. Alors Vital Broutou, c'était un peintre en bâtiment qui écrivait, bien d'ailleurs. Oui. Et Vital me disait toujours, quand il était peintre en bâtiment et il travaillait au dépôt de trams. Il repeignait les trams qui en avaient besoin. Et les ouvriers qui travaillaient avec lui n'ont jamais cru que Vital Broutou, qui écrivait des textes dans la presse, était le Vital Broutou qui travaillait avec eux. Alors, quand Vital disait que c'est lui qui avait écrit ça, on lui disait... Donc, quand Malva dit « j'ai mal à mon prolétariat » ou quelque chose... Enfin, il n'y a pas eu de réaction de mineurs qui l'ont désavoué puisqu'il n'y avait pas de connaissance. Et en disant ça, moi, je ne critique pas les ouvriers, j'en viens, et donc c'est pas ça le problème. Mais en fait, les ouvriers ne lisaient pas. Les ouvriers lisaient la presse et tout, comme ça. Ils ne lisaient pas. Ou alors, s'il y avait eu un début de scolarisation, ou des éléments culturels qui les poussaient, par exemple, à aller au théâtre et des trucs pareils, ça oui, des pièces en dialecte et tout, pas de problème. Mais lire vraiment, Malva, la scène qu'on conversait avec Achille Delatte, il dit, je suis dans le tram, et à côté de moi, il y a, parce que je ne sais pas si je trouverai ça, enfin, il y a deux personnes dans le tram. Il y a Achille Delatte, vous savez, Achille Delatte, c'est le fameux ministre Achille Delatte et tout. Et il est là, il rentre chez lui, et il va probablement réveillonner en famille et tout, bon, bref. Et alors, il y a un prêtre, un curé qui est là, qui lit son bréviaire. Donc, il y a un curé qui lit son bréviaire, et Achille Delatte. Achille Delatte, il ne lit pas, l'autre, il lit son bréviaire. Et moi, qui ne sais pas perdre de temps dans un tram, parce qu'on perd son temps dans un tram, je prends un livre, le chant de la mine, je crois, c'est pas celui-là, enfin bref. Bon, je prends un livre et je lis parce que je suis un ouvrier qui écrit et je suis un ouvrier qui lit. Point. Mais ça, c'est très rare. D'ailleurs, ça n'existe pas en compagnie. Donc il n'y avait pas de malaise entre ce qu'il a écrit et ça ne dérangeait pas les autres c'était deux univers différents. Le malaise de Constant Malva, c'est que lui-même, il était mal installé entre deux. C'est ça. Le mal-être de Malva, c'est ça. Mais sinon, et les autres ne lui en voulaient pas pour autant. Petit détail qui n'a pas son importance, il était roux. Malva. Il était roux. Et les roux ont toujours eu une réputation un peu particulière. Populairement parlant, on disait « fatrou ». Tu deviens roux. Tu deviens roux. Oui, c'est très bien. Donc il y avait comme une opprobre qui était liée à la couleur rousse, parce que le roux, c'est un faux rouge. Je ne fais pas de politique en disant ça. Mais le roux est un faux rouge. L'âne roux et tout, c'est très gênant. Les rousses
était considérée comme sorcière. Au Moyen-Âge, on brûlait les femmes. Et oui. Alors, et Malva, lui n'a jamais été rouge. Et dans sa famille, on l'appelait Frérou. Il signale que quand on s'adresse à lui, on disait Frérou. Voilà, fermons la parenthèse. Oui. Vous avez dit qu'il avait une femme et 2 enfants. Oui. Et que sont-ils devenus? Il a-t-il des descendants? Après, vous allez avoir des renseignements. Il faut le présenter. D'accord. C'est une descendance. C'est sa petite fille, la seule petite fille de Porto Malva, elle. Et moi, je suis sa nièce. La fille d'Edmond Montfort, qui s'est beaucoup occupée de lui, là. Oui, c'est ça. Le même timbre que Laurent. Oui, même voix, même façon de conduire. Parce que vendredi soir, on a entendu un... Je pensais à mon Laurent, oui, moi aussi. Dans quel charbonnage travaillait-il au 10 de Griseuil, situé entre Pâturage et Loire. Tout à fait. C'est là qu'il a travaillé le plus longtemps. Il a travaillé pendant 10 ans au 10 de Griseuil. Les 10 premières années, il a été un petit peu errant. Mais ça, comme beaucoup, j'ai son livre ouvrier, qui est à mon avis sa plus belle œuvre. Et dans le livre ouvrier de Malva, vous avez tous les postes qu'il a remplis dans tous les sièges qu'il a connus. Il en a connu une bonne dizaine, de Flénu à Frangy, un peu partout. Mais le 10 de Griseuil, il y est resté 10 ans. Ça, oui. Sa littérature a passé les frontières? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En France, par exemple. Et il a été traduit en irlandais. Donc, depuis une quinzaine de jours, il y a une version de Manu au jour le jour. En irlandais, qu'on devait avoir aujourd'hui, mais qu'on... On l'aura. Et en C'était chinois un peu trop juste. On m'a contacté la Et semaine je voulais dernière. signaler aussi qu'une université en Chine et une autre au Brésil, mais malheureusement on n'a pas reçu les ouvrages, ont traduit des extraits dans des sortes d'anthologies, je crois. Apparemment ça s'est fait, mais on n'a pas eu les exemplaires. Mais je crois qu'on va voir si Cyril ne me contredit pas. La Manu le jour en irlandais, on va l'avoir Oui, oui, dans on va l'avoir à la librairie. Voilà. Normalement il y a 400 exemplaires qui ont été publiés. Ah ben voilà, donc on va en recevoir pour Ça, c'est bon. notre librairie ici. Ça, c'est bon. Voilà. Et donc en Chine, ça, je jamais. Oui, j'ai encore un mail avec l'adresse du correspondant là-bas. Je vais le relancer pour essayer d'avoir un exemplaire. Oui. On va tous apprendre le chinois. Oui. Je demanderai d'identifier le passage. Ça va nous être utile dans la vie. Oui. C'est le moment d'apprendre le chinois. C'est bien. Oui. Tu vois l'impression. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler, oui, bien sûr, j'étais pas là, je suis désolé, j'ai pas pu parler, de musique du soir. Oui. Ça vous a expliqué, est-ce que vous savez qu'il y a encore aujourd'hui des frères Berthelot qui évitent, mais pas seulement évitent toujours, les 2 frères Berthelot. Tu veux que je dise que c'est mieux parce que c'est toi pour le dire. Oui. Donc je te dis ça, parce qu'ici, tu vois, tu viens ici, c'est plus cher. Comme ça, les gens vont Peut-être c'est des gens moi.
Ouais, maintenant, oui, parce que bien. Monsieur Willy Parfondry est le fils de Marcel Parfondry. Marcel Parfondry, c'est le grand copain de Constant Malva. Il était instituteur dans la région du Centre. Instituteur à Saint-Paul, oui. Donc, le musée du soir, toute cette aventure a regroupé en Belgique et en France des écrivains ouvriers. Mais le musée du soir avait aussi, côté belge, Hector Clara. Hector Clara. Hector Clara qui était lui... mineur, pressé. Oui, il était maçon à la mine, à Sainte-Marguerite, justement, où Malva a essayé de faire les jours qui manquaient, et où il a fait 3 jours, en logeant chez moi. On habitait à Recé à ce moment-là. Donc il logeait chez son ami, mon papa, et c'est moi qui suis allé conduire la première fois à Sainte-Marguerite. Voilà. Mais il a tenu 3 jours et puis c'est tout. Mais de tous ses amis, il est resté les frères Berthelot, parce que c'est eux qui ont composé finalement les numéros du musée du soir. Eh bien, ils ont décidé d'abord de numériser tout ça. Ils ont décidé de créer un site sur lequel on rassemble les écrivains ouvriers. Tout ce qu'ils ont pu trouver. Ils ont répertorié 1700 écrivains ouvriers. Ça, ils ont créé une association qui s'appelle l'Association de promotion de la littérature ouvrière, APLO, mais plus facile à retenir, ils ont un site qui s'appelle littératoureouvrière.fr. Ça, c'est facile à retenir. Je vous invite à découvrir ce qu'ils ont fait avec l'APLO. Donc, on a un répertoire de 1700 écrivains, un peu étonnant, de plusieurs pays, bien sûr. Pour chacun des écrivains, ils ont essayé de constituer une biographie et une bibliographie. Donc il n'y en a pas 1700 avec une biographie, une bibliographie. Une partie seulement, ils ont pu collecter ces données. Ils sont consultables. Avec aussi des extraits de textes de ces écrivains. Tout ça, consultable. Voilà. Ils ont entrepris alors plus récemment, il y a 4 ans, oui, René Berthelot, un des 2 frères, avait évidemment une bibliothèque avec beaucoup de livres de littérature ouvrière, bien sûr. Et ils se sont dit, ben, on va commencer par numériser et rendre la lecture possible en allant consulter le site. Voilà. Donc, il faut se dire qu'à l'heure où je parle maintenant, Paul Berthelot est toujours en vie. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai appris que Jacques faisait une conférence, que moi j'ai appris par hasard et trop tard, mais enfin voilà. Donc, tout ça existe encore. Donc, il est possible, en allant voir littératoureouvrière.fr, vous allez m'épargner beaucoup de voix et vous allez ouvrir des yeux tout ronds. Il faut savoir que, par exemple, toutes les œuvres de Malva, mensuaires, enfin, sont proposées à la lecture. Plus proche de nous, parce que les passerelles, on a toujours fait ça dans notre monde. Marcel Couteau,
Marcel Couteau, qui est un ouvrier métallurgiste, qui a eu une vie de militant syndical vraiment importante, qui était un militant communiste, qui est resté engagé toute sa vie, mais dont la caractéristique est que dans une entreprise qui s'appelait Germain Anglo, qui fabriquait dans la région du centre les wagons de chemin de fer, il a mené la première occupation d'entreprise qui a eu lieu en Belgique en 1966. Pardon, excuse-moi. Non, 66, ça c'est... 67. En 1967. Bon, il a une vie de militant importante parce que il a toujours fait un front commun. C'était un communiste, mais il était attaché à vraiment la démocratie dans le fonctionnement du travail syndical dans l'entreprise. Et donc il a mené un combat vraiment. Il a raconté sa vie dans un livre qui a été publié par, on va dire ça, Francis Roff. Non, bon, le privilège de l'âge. Voilà. Ce livre-là a été sorti il y a 2 ans à l'occasion de l'exposition sur le fameux conflit anglo-germain à la Louvière. Bon. Je ne m'égare pas, je cherche mes mots. Voilà. Donc, le livre a été transmis aux frères Berthelot. Ils l'ont numérisé et il est en lecture gratuite en PDF sur le site des Théâtres Ouvriers. C'est pour montrer que ça continue. Ça continue. Voilà. Le travail de mémoire, oui, mais la mise à disposition avec les outils modernes, ça continue. Et à la petite fille de Malva, la petite fille de Malva, c'est toi. Eh bien, j'ai encore des correspondances de Malva à mon papa, dans lequel il parle de toi, en disant que c'était son rayon, c'était son sourire de Jeannet, son rayon de soleil, etc. Donc voilà, on se ouvrière.fr